Bonjour et bienvenue sur Geekosophie Magazine, le podcast pour les fans de la pop culture et les apprentis philosophes. À chaque épisode, un texte philosophique, un héros de la pop culture. Nous verrons de quelle façon ces héros illustrent les grandes thèses de la philosophie classique et nous les expliquerons ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de Michel Foucault qui a vécu au XXe siècle. Pour nous accompagner dans l'explication de son œuvre, nous allons faire appel à l'infirmière Mildred Ratched du film Vol au-dessus d'un nid de coucou. Vol au-dessus d'un nid de coucou est à l'origine un roman de Ken Kesey, adapté en film par Milos Forman, et le personnage de Mildred Ratched a eu droit à sa série préquelle sur Netflix, Ratched. La Miss Ratched dont je vais parler dans cet épisode est celle du film, interprétée par Louise Fletcher, car je n'ai pas lu le livre, du moins pas encore, et la série n'aborde pas le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Vol au-dessus d'un nid de coucou tourne autour de Randall McMurphy, interprété par Jack Nicholson, un nouvel interné dans un hôpital psychiatrique géré par l'infirmière en chef, Miss Ratched. McMurphy a été reçu en vue d'une expertise psychiatrique car on le soupçonne d'avoir simulé un comportement ambigu pour échapper à sa peine de prison. Sa personnalité le conduit à provoquer des protestations et des révoltes parmi les malades qui commencent à s'opposer aux thérapies de l'infirmière qui ressemblent plutôt à une façon de les enfoncer dans leur folie. Malgré la certitude du psychiatre de l'établissement que McMurphy ne présente aucun trouble psychiatrique réel, Ratched propose de le garder quand même dans l'institut, l'estimant dangereux. Après une sortie clandestine et un traitement forcé aux électrochocs, McMurphy corrompt le gardien pour faire entrer 2 prostituées dans l'établissement. Un jeune malade timide et bègue, Billy, passe la nuit avec l'une d'elles. À son réveil, Miss Ratched le fait culpabiliser au point qu'il ne le supporte pas et se suicide. McMurphy essaie alors de l'étrangler, il est arrêté par la sécurité et lobotomisé. Son ami de l'institut, un Indien surnommé Chef, qui se faisait passer pour sourd et muet, l'étouffe avec son oreiller pour le libérer avant de s'enfuir. La notion qui va nous intéresser est bien sûr celle de la folie, et plus précisément sa place dans le domaine judiciaire. En 1810 apparaît dans le Code pénal un nouveau principe qui introduit le diagnostic de folie dans le jugement des criminels. L'article 64, cité par Foucault dans son livre « Surveiller et punir », dit qu'il n'y a ni crime ni délit si l'infracteur était en état de démence au moment de l'acte. Autrement dit, cet article pose que pour pouvoir être considéré comme un criminel, il faut avoir agi en pleine conscience. Un fou qui est incapable de se maîtriser lui-même ne peut pas être coupable. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'agit pas de dire que les crimes commis sont moins graves si l'on est fou. La folie n'est pas une circonstance atténuante, elle annule complètement le crime dans l'esprit de cet article 64. Or, Foucault va décrire l'évolution de la compréhension de cet article au cours du XIXe siècle dans le texte que nous allons lire. Il s'agit d'un extrait de Surveiller et punir qui comporte une coupe au milieu du passage, mais je ne la signalerai pas en lisant. Or, très tôt, les tribunaux du XIXe siècle se sont mépris sur le sens de l'article 64. Malgré plusieurs arrêts de la Cour de cassation rappelant que l'état de folie ne pouvait entraîner ni une peine modérée ni même un acquittement, mais un non-lieu, ils ont posé dans leur verdict même la question de la folie. Ils ont admis qu'on pouvait être coupable et fou, d'autant moins coupable qu'on était un peu plus fou. Coupable certes, mais à enfermer et à soigner plutôt qu'à punir. Coupable dangereux puisque manifestement malade, etc. Du point de vue du code pénal, c'était autant d'absurdités juridiques. Mais c'était là le point de départ d'une évolution que la jurisprudence et la législation elle-même allaient précipiter au cours des 150 années suivantes. Déjà, la réforme de 1832, introduisant les circonstances atténuantes, permettait de moduler la sentence selon les degrés supposés d'une maladie ou les formes d'une demi-folie. Au lieu que la folie efface le crime au sens premier de l'article 64, tout crime maintenant est, à la limite, toute infraction porte en soi comme un soupçon légitime, mais aussi comme un droit qu'ils peuvent revendiquer, l'hypothèse de la folie, en tout cas de l'anomalie. Et la sentence qui condamne ou acquitte n'est pas seulement un jugement de culpabilité, une décision légale qui sanctionne.
Elle porte avec elle une appréciation de normalité et une prescription technique pour une normalisation possible. Le juge, de nos jours, magistrat ou juré, fait bien autre chose que juger. Contrairement au texte que nous lisons d'habitude, s'il y a bien ici une réflexion conceptuelle sur la folie, c'est une réflexion qui s'inscrit dans son évolution historique. Le point de départ de Foucault est cet article 64 du Code de 1810. Pas de crime possible si l'accusé est fou. Pas de crime, cela signifie bien, comme Foucault le rappelle, un non-lieu. Le non-lieu, comme son nom l'indique, signifie littéralement que le crime n'a pas eu lieu. En droit, le non-lieu désigne l'abandon des poursuites judiciaires. Ce point très précis est ce qui, selon Foucault, n'a pas été compris par les acteurs du domaine judiciaire, qui tendaient à remplacer ce non-lieu par des peines modérées, la folie devient donc ce qu'on appelle une circonstance atténuante, ou par un acquittement. Même si dans l'acquittement il n'y a pas non plus de peine prononcée, il ne faut pas le confondre avec le non-lieu. L'acquittement est une décision de cour d'assises qui intervient après le procès, alors que le non-lieu est plutôt une absence de procès. Partant de là, la folie, au lieu d'annuler le crime, a plutôt pris la forme d'une circonstance atténuante, considérant que la peine devait être moins lourde pour un individu étant atteint de folie. La deuxième partie du texte met en avant une nouvelle évolution. De nos jours, l'expression dans le texte désigne l'époque de Foucault, c'est-à-dire les années 1970, mais cela reste vrai à notre époque. De nos jours, donc, tout criminel est potentiellement fou, ou du moins en partie, et tout crime peut être atténué par le soupçon de la folie. Plus encore, Foucault remarque que l'appel à la folie peut devenir une ligne de défense. Comme on le dit, un accusé peut choisir de plaider la folie. Alors que la folie, dans l'article original, annulait la culpabilité puisqu'elle annulait le crime. Il y a désormais 3 façons de se défendre, plaider coupable, non coupable ou folie. Cette évolution conduit à se poser 2 questions purement philosophiques. Tout d'abord, pourquoi l'article original proposait d'annuler le crime en cas de folie ? Et ensuite, qu'est-ce que la folie ? Pour répondre à la première question, cela tient au fait que si l'accusé est en état de démence au moment de l'acte, il n'est pas en possession de son libre arbitre. Le libre arbitre, en philosophie et en droit, désigne la faculté de se déterminer soi-même. Cela implique que nos actions sont librement choisies et donc contingentes. J'aurais pu agir autrement. Je commets un crime, mais j'aurais pu choisir de ne pas le commettre. C'est pourquoi je peux être jugé coupable. Dans une situation de démence, je ne me maîtrise plus moi-même. Ayant perdu mon libre arbitre, je ne peux plus être jugé pour mes actes parce qu'ils ne sont pas, à proprement parler, les miens. Je ne les ai pas vraiment choisis, je les ai subis. Mais cet article initial a été mal compris et modifié jusqu'à ce que la folie ne soit plus ce qui me fait perdre mon libre arbitre, mais une circonstance atténuante qui n'annule pas le crime pour autant. Étant donné ce qu'on vient de dire sur la condition nécessaire pour juger quelqu'un coupable, à savoir le fait qu'il soit doué de son libre arbitre au moment des faits, comment a-t-on pu se méprendre ainsi sur cet article 64 ? Cela n'est pas dû à la stupidité des juges de l'époque. En réalité, cet article réclame également une définition précise de la folie pour pouvoir déterminer précisément si, dans tel ou tel cas, il y a folie ou non. Ce qui nous amène à la question qui nous intéresse en particulier aujourd'hui, qu'est-ce que la folie ? La définition de la folie est loin d'être évidente. Au sens psychiatrique, un fou désigne un individu ayant un trouble mental. Le trouble mental ne doit pas être un trouble neurologique repérable, dans ce cas on ne dira pas que le malade est fou. Mais on peut supposer que tous les phénomènes mentaux viennent des neurones. Si on admet ce principe matérialiste, qui suppose que l'esprit peut entièrement s'expliquer par la matière, alors la différence entre un fou et un malade du cerveau, c'est simplement le fait que l'origine du trouble de l'un est inconnue, alors que celle du trouble de l'autre est clairement identifiée. Ce qui pose un problème puisque si je suis fou dans ce cas, ce ne serait pas dû à mon état en propre, mais au défaut de la recherche scientifique qui n'est pas encore capable d'expliquer mon trouble. On pourrait dire en fait que dans ce cas, ce n'est pas ma faute si je suis fou, mais celle du médecin. Par ailleurs, quand on sort du domaine psychiatrique, la folie, dans le langage courant, peut désigner une attitude déraisonnable, excessive, lorsqu'on dit faire des folies ou avoir la folie du jeu. Mais si cette attitude est un excès, par rapport à quoi est-elle excessive ? Il semble que le fou, de ce point de vue, est simplement celui qui n'est pas dans la norme. Ce juste milieu dont tout écart serait excès, donc folie.
En montrant qu'à la fin de cette évolution du droit, tout crime porte le soupçon de la folie, Foucault montre en un sens comment ce trouble psychologique a basculé vers une anormalité sociale. Faire un crime n'est pas normal dans la société, tout crime est donc en partie folie. Plus encore, tout criminel peut utiliser la folie comme ligne de défense, comme le fera justement McMurphy. Dans le film, on retrouve cette opposition des deux points de vue entre le fou, disons, médical et le fou social. Le point de vue médical est représenté par le psychiatre en charge de l'établissement, selon lequel McMurphy ne fait pas partie des fous et n'a pas sa place ici. En revanche, pour Miss Ratched, qui prend une définition sociale du fou, McMurphy doit rester. Son comportement excessif pose problème dans la société, et si elle veut le soigner, cela signifie le ramener dans la norme. Une scène qui se trouve vers le milieu du film résume assez bien cette opposition. Le psychiatre en chef, un assistant et Miss Ratched font leur rapport à la personne de l'administration pénitentiaire venue demander comment se passe l'expertise. Cette scène suit la fugue des malades orchestrée par McMurphy pour une sortie en bateau. Le psychiatre conclut que McMurphy est dangereux mais qu'il n'est pas fou. L'assistant confirme qu'il n'est pas psychotique, il ne correspond pas à la définition médicale de la folie. Celui-ci, en revanche, ajoute qu'il le croit quand même malade. Malade, tout comme fou, peut désigner dans le langage courant quelqu'un qui a un comportement excessif et qui ne s'inscrit pas dans la norme. À ce moment, Miss Ratched intervient pour dire que selon elle, il faut le garder dans l'établissement parce que le remettre en prison consisterait à se décharger de ses problèmes sur une tierce personne. Pour elle, l'idée est claire, toute personne qui n'a pas un comportement conforme aux attendus des normes sociales est un fou et a sa place dans un hôpital psychiatrique. Deux autres scènes du film sont de bons exemples pour illustrer cette définition sociale de la folie incarnée par Miss Ratched, définition qui est, rappelons-le, citée à la fin de l'extrait de Foucault comme conséquence du détournement de l'article 64. Toute sentence juridique qui prend en compte la question de la folie, je cite, porte avec elle une appréciation de normalité et une prescription technique pour une normalisation possible. Il s'agit bien de normaliser le coupable, de le ramener dans la norme, exercice auquel se prête exactement Miss Ratched avec McMurphy. Dans la première scène qui peut nous servir d'exemple, McMurphy demande s'il est possible de brancher la télé pour diffuser le tournoi de baseball. Bien sûr, l'infirmière refuse, ce qu'elle fait avec toutes les demandes de McMurphy, mais son argument est le suivant, il ne faut pas bouleverser l'organisation des journées pour ne pas perturber les malades qui y sont habitués. Tout écart est proscrit car il faut impérativement rester dans le cadre institué. Une deuxième scène montre à quel point il n'est pas tant question de maladie dans cet hôpital que de normalité. Encouragé par les protestations récurrentes de McMurphy, un malade demande pourquoi les dortoirs sont fermés à clé pendant la journée. Ratched lui répond que c'est pour qu'il ne retourne pas se coucher après le petit déjeuner, car les interactions avec les autres sont thérapeutiques, alors que les moments passés seuls le conduisent à ruminer ses problèmes. À cela, le malade, qui semble avoir extrêmement bien compris le fonctionnement de l'hôpital, lui rétorque « Vous voulez dire qu'il est anormal d'avoir envie d'être seul ». La question de la définition de la folie, qui est sous-jacente dans le texte de Foucault, est donc un point central du film Vol au-dessus d'un nid de coucou. Mais nous pouvons à présent reprendre point par point les étapes du détournement de cet article 64 et constater que chaque élément trouvait également un écho dans le film. Reprenons donc les différentes étapes du texte dans l'ordre. Commençons par le point de départ de toute cette réflexion, c'est-à-dire l'introduction de la notion de folie et de l'expertise psychiatrique dans le jugement de crime. L'article original, le fameux article 64, semble avoir été très bien compris par McMurphy. Lors de la sortie en bateau, quand la prostituée invitée lui conseille de renoncer à son plan parce qu'il risque de retourner en prison, il lui répond « Mais non, on est dingue !» L'esprit de cet article 64 est bien perçu par le héros du film, un fou ne peut pas aller en prison car un fou n'est pas coupable. Mais dans les faits, l'esprit de cet article n'est jamais respecté. On retrouve bien d'ailleurs la confusion contre laquelle Foucault nous mettait en garde entre le non-lieu et l'acquittement. En effet, McMurphy avait déjà été jugé coupable et il était en train de purger sa peine quand il a été amené à l'hôpital pour expertise. S'il avait été fou, il n'aurait pas dû avoir de procès du tout.
C'est ce qui définit le non-lieu, l'absence totale de crime. Dans le cas de McMurphy, il y a bien eu crime, et on semble plutôt réfléchir à une forme d'acquittement, même s'il est de l'avis de tous que McMurphy simule. Il semble donc bien, pour poursuivre dans l'évolution décrite par Foucault, que le juge se retrouve dans une situation où il n'est pas seulement en position de juger. Il doit faire autre chose, avoir d'autres compétences. Si c'est au juge de déterminer si l'accusé est fou, dans l'idéal, il lui faudrait des compétences en psychiatrie. On voit ici le responsable du pénitencier demander son avis au psychiatre et répéter passivement ce qu'il lui dit parce qu'il est dans l'incapacité de juger. Il faut donc, pour pouvoir émettre un jugement, faire appel à des experts extérieurs. De plus, cette expertise est longue et complexe. Après plusieurs jours d'observation, le psychiatre dit qu'il ne constate pour l'instant aucun signe de maladie mentale, mais l'observation n'est pas terminée et McMurphy ne retourne pas en prison. Enfin, cette insertion de la folie dans les jugements de crime et l'hôpital psychiatrique comme alternative possible à la prison, comme si c'était une sorte de peine modérée, semble conduire inévitablement à une conception de l'hôpital comme une punition et non plus comme un lieu de soins. Puisque la folie est une défense que le coupable a le droit de plaider pour alléger sa peine, l'asile devient bien une sorte de peine allégée par rapport à la prison. Et cet aspect punitif est largement mis en scène dans le film, ce qui en fait parfois un film assez déprécié de la part des psychiatres, qui regrettent cette imagerie populaire qui fait de l'hôpital psychiatrique un lieu de torture. Je pense notamment au psychiatre Jean-Victor Blanc, auteur du formidable livre Pop & Psy, qui cite plusieurs fois Vol au-dessus d'un nid de coucou comme exemple de film ne montrant pas la réalité des hôpitaux et participant à cette crainte générale des fous et de ceux qui les soignent. Mais cette représentation est justement celle de l'imaginaire collectif, conséquence de cette mésentente sur l'article 64 du Code 1810. La scène des électrochocs est particulièrement parlante. Après une nouvelle vague de protestations qui se finit en bagarre, McMurphy et Cheswick, un autre malade, vont devoir subir des électrochocs. Même si c'est annoncé comme un traitement médical, il est tout de même destiné aux deux responsables de l'agitation. Cheswick avait en effet lancé les hostilités en demandant à Ratched qu'on lui rende ses cigarettes. Plus encore, quand Cheswick est conduit dans la salle, terrorisé, il hurle « J'ai rien fait de mal ». Il ne pense pas mériter ce traitement parce qu'il n'est coupable de rien, comme si le traitement était justement une sanction. Et quand on voit la façon dont est administré le traitement, il semble être effectivement une punition, dont le but est uniquement la souffrance. Toutefois, en fin de compte, McMurphy, qui a cru échapper à sa punition en sortant de prison, découvre que l'hôpital est une prison bien pire. Ces 68 jours de détention peuvent maintenant se prolonger à l'infini, car un interné ne sort que lorsque le médecin juge qu'il est en mesure de sortir. Cette révélation est un véritable choc pour McMurphy, d'autant plus quand il apprend que la plupart des malades ne sont pas internés mais restent volontairement. On comprend vite que s'ils restent, c'est parce qu'ils sont manipulés et intimidés par Ratched, qui tient à les soumettre à la norme qu'elle a fixée. Pour finir sur Ratched et Foucault, nous pourrons voir dans ce personnage une incarnation de ce que le philosophe a appelé le biopouvoir, toujours dans le même livre, Surveiller et punir. Si le pouvoir monarchique autrefois se caractérisait par un pouvoir sur la mort, le souverain avait pouvoir de donner la mort à ses sujets et c'est ce qui faisait sa force, le pouvoir moderne est un biopouvoir, c'est-à-dire un pouvoir sur la vie. Le pouvoir moderne cherche à maîtriser l'existence entière des individus. Ce pouvoir passe notamment par la médecine, la puissance d'un État étant désormais dans sa richesse, les individus doivent être productifs. Et pour cela, ils doivent être en bonne santé. Ainsi, le médecin est-il devenu l'autorité suprême, celui qu'on écoute et à qui on fait confiance. Ainsi également, la folie est-elle devenue le signe d'une déviance par rapport à la norme qui fait fonctionner la société. La volonté de maîtrise de Ratched sur le moindre aspect de la vie de ses patients est évidente, mais elle ne l'est jamais autant qu'à la fin du film, quand le jeune malade Billy, souffrant d'une timidité maladive et d'un bégaiement, arrive à s'exprimer sans bégayer après sa nuit avec la prostituée. Ratched le fait culpabiliser à un tel point qu'il replonge dans son trouble, mais la scène est claire, son seul trouble est celui que Ratched lui a créé afin de le garder dans l'hôpital et de l'éloigner de toute existence non conventionnelle.
C'est terminé pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté Geekosophie Magazine. Pour changer un peu de la philo tout en restant dans l'analyse de films, je vous conseille fortement le livre Pop & Psy de Jean-Victor Blanc. Vous trouverez les liens dans la description de l'épisode. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt sur Geekosophie Magazine.